de l'allaitement maternel sur le rétablissement de ces microbiotes, parce que, comme vous avez dit, c'est quelque chose qui est très dangereux, qui peut mener aussi bien sur des maladies métaboliques que sur des cancers. Est-ce qu'il y a des études dans ce sens? Et puis, je pense, oui, vous avez dit également, il ne faut pas manger de sucre, pas de légumineuses, pas de légumes, pour ne pas avoir les gaz. Non, il a dit pas. Non, il a dit. Excusez-moi. D'accord. Donc, la relation entre allaitement exclusif et microbiote et les antibiotiques. Bien sûr, l'allaitement exclusif, bon, je n'ai pas développé cette partie parce que le professeur Elbour l'a fait. Bien entendu, l'allaitement maternel est le seul moyen qui permet de préserver cette flore intestinale. On sait très très bien que le contact avec la peau de la maman déjà, et puis les bonnes bactéries de la maman qui passent à travers de lait, permettent la régénération rapide de la flore. Mais néanmoins, quand on donne une cure de probiotiques, d'antibiotiques chez le nourrisson, malgré l'allaitement maternel, il serait préférable d'accompagner de probiotiques pour essayer de préserver cette flore qui est en train de se construire. Donc moi, je le préconise chez tous mes patients parce que parfois, on est obligé, on a de la fièvre, on a des pathologies graves, et donc on ne va pas cracher sur l'antibiotique qui a rendu bien des services à l'humanité. Bon, on sait très bien, le médecin, il juge le pour et les contre, et il va décider est-ce qu'il y a plus de bienfaits pour traiter ou pas. Mais moi, j'accompagne toujours, moi je dis même pour ceux qui n'ont pas les moyens, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les prix des probiotiques ne sont pas accessibles à tout le monde sur le marché, mais le Boulardi, il reste très accessible au niveau du prix. Alors, concernant le problème des sucres, moi j'ai parlé de syndrome de côlon irritable, parce que les gens, ils vont dans tous les sens dans les régimes, ils enlèvent tout à ces gens-là. En fait, les gaz, ils ne viennent que des sucres à absorption rapide, des sucres surtout transformés aussi. Et donc j'ai dit, généralement aux médecins qui disent enlever le lobia parce que ça donne des gaz, c'est absolument faux. Donc non, c'est les sucres rapides qui ne sont pas absorbés et qui deviennent des gaz volatiles, qui donnent les ballonnements. Donc la première des choses qu'il faut enlever quand on a un syndrome irritable du côlon, c'est les sucres rapides. Et bien entendu, les lobia, oui, ils sont résistants à l'absorption, mais il y a des techniques de cuisson maintenant qui font qu'on peut les manger. Il suffit de les mettre 24 heures dans l'eau avant de les préparer et de les cuisiner dans 2 doses différentes. Et on permet de réduire le taux des fibres résistantes et ça ne donne pas des troubles digestifs à ce niveau-là. Et merci. Merci. Est-ce que le lait maternel est suffisant pour remplacer les probiotiques? On sait qu'il y a pratiquement 60 à 600 probiotiques. Oui, je suis d'accord. Il est à l'alimentation de base de oui, largement suffisant. Est-ce qu'à nouveau-né, on va lui donner également des probiotiques ou c'est le lait maternel? Moi, je préfère donner en plus. Moi, je préfère lui donner toutes ses chances, mais le lait maternel est largement suffisant. Il est adapté et puis il faut donner au maximum qu'on peut. Il faut allaiter jusqu'à 2 ans quand on peut. Mais malheureusement, ce n'est plus toujours le cas aujourd'hui. La supplémentation, oui. C'est-à-dire qu'en cas de naissance par césarienne, déjà, il n'a pas les bonnes souches de départ. C'est-à-dire qu'en plus d'une antibiothérapie, il serait préférable de supplémenter immédiatement. Très bien. D'autres questions? Professeur Satara. Moi, j'ai simplement une petite question à chacun. Pour Silbour, en ce qui concerne l'obésité, donc on sait que l'obésité peut avoir une origine héréditaire, génétique, ou alimentaire, sur consommation. Et maintenant, je viens d'apprendre qu'il peut avoir une origine microbienne. C'est-à-dire que les microbes d'une mère peuvent induire, obèse, peuvent induire l'obésité chez la progéniture, c'est ça? Vous savez, votre question m'intéresse beaucoup parce que hier, avant de dormir, j'étais en train Ta de question, penser à ça. votre question. Écoute, je vais te dire quelque chose, c'est Satara. C'est vrai, j'ai parlé tout à l'heure, je ne sais pas à qui, à propos de quelqu'un, un ami qui est vraiment trop obèse. Trop obèse, obésité morbide. Et quand j'ai cherché dans sa famille, toute sa famille est comme ça, donc c'est génétique. Oui. Alors il est venu me parler de cette transplantation fécale. Alors j'ai commencé à dire, c'est génétique, d'accord? Mais est-ce que c'est le génétique lui-même?
ou si on lui fait le transfert fécal, ça veut dire qu'on va changer le génome des bactéries. Est-ce que ça ne vient pas du génome des bactéries? Sachant que nous avons toujours des génomes de bactéries, le résidu, on va dire les vestiges qui sont non mitochondries. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui coïncident souvent avec le génome des bactéries. Est-ce que ça ne vient pas de là? Donc c'est une ouverture pour la recherche qui est encore grande, qu'il faudrait faire. Je crois qu'il y a des amis à nous ici au Maroc qui travaillent sur ça. C'est le professeur Ghazal que vous connaissez, je crois, à CNRST. Et je crois qu'on va essayer de travailler dans ce sens avec le professeur Ammar. Ok. سي سترى انا فكرتيني في هذا الشيء ولكن لا كيسيون ديالك حتى لا فهم ما سمعتهاش ممكن تعاودها لي Non, non, ce que j'ai dit, l'obésité peut avoir une origine héréditaire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alimentaire. Bien sûr. Et maintenant, est-ce qu'elle peut être transmise par voie microbienne? Ah oui, ça c'est sûr. Tout à l'heure, je l'ai montré. Oui, les oui, bactéries oui. axéniques auxquelles vous donnez un microbiote qui est d'une personne obèse, ils deviennent obèses. Et l'inverse. Et d'abord, maintenant, c'est l'homme. Maintenant, c'est la transplantation fécale. Moi, je suis obèse. J'ai un ami chez qui nous avons une compatibilité. Il n'y aura pas de problème. Il n'a pas de sida, il n'a rien. Donc, on peut prendre ses fesses dans des petites bouteilles et aller tout simplement et faire la transplantation. Et ça donne au bout de 3, 4, 6 semaines un résultat extraordinaire. Ça va donner une thérapie assez... assez bonne quand même, extraordinaire. Oui. Enfin, c'est vrai, c'est vrai. Alors, pour ces Louali, oui. C'est pas un complément, mais c'est une réflexion, parce que la plupart des études épidémiologiques humaines, ils proviennent de ce qu'on appelle la translation des animaux. Et moi, c'est ma gratte maintenant, parce que ce qu'on connaît sur le rat, c'est que le rat, le modèle OB, c'est-à-dire qu'il porte le gène obèse, il n'y a que 50% d'avoir une progéniture qui est obèse. Mais maintenant, avec cette histoire de microbiote, maintenant, on va avoir un problème de translation, puisque maintenant, le rat, est-ce que le rat déjà a le même microbiote que nous? À quel niveau de développement le rat peut-il avoir le même microbiote de nous? Vous avez compris, avec l'ensemble microbiote, est-ce qu'on aura plus de déficit, de difficultés à passer de rat, du modèle animal, à l'humain? Parce qu'avant, on travaillait, on suppose qu'on est à peu près au niveau de développement. Maintenant, il faut intégrer le composant microbiote du rat. Est-ce que c'est clair? Non, mais ça me pose à poser une autre question, toujours dans le même domaine. Chez le rat, en tout cas, le phénomène de la coprophagie. Un rat ou un ruminant d'une façon générale, les petits ruminants, bon, vous savez, ils mangent d'abord leurs selles, les selles, leurs crottes, pour remédier. Oui. Ils recyclent le microbiote, oui. C'est ce qui se passe. J'avais parlé tout à l'heure de ce phénomène dans le lissage. Et c'est ce qui se passe ce qui se passe dans le rural aussi, c'est que les animaux mangent les crottes des hommes aussi. Ils vont aller. Donc, la nature a bien fait les choses. Et ce n'est qu'après un siècle, depuis l'invention des antibiotiques jusqu'à présent, qu'on commence à voir bien et les choses claires. Ça veut dire que nous sommes à une génération qui est résistante aux antibiotiques, déjà. Oui. Il nous faudra d'autres antibiotiques. Sinon, il faut aller vers les probiotiques. Je n'ai pas terminé. Ah, pardon. Le docteur Silouali. Il pose la question. Toujours dans le même esprit, une femelle animale, au moment de l'accouchement, elle lèche ses petits. Une rate, après l'accouchement, ou une chienne, est-ce que le fait de lécher, donc il y a un contact de la salive au petit, est-ce que c'est une voie de protection? Oui. Avant, on ne comprenait pas. Avant, on se disait, elle les nettoie. Mais finalement, oui, parce qu'aujourd'hui, on l'a dit, dans les maternités américaines, on va mettre une compresse stérile dans le vagin de la maman, des bébés nés par césarienne,
et on va badigeonner le visage du bébé pour lui donner cette chance d'avoir. Donc on a beaucoup à apprendre des animaux. Ben oui. Ben oui. Là, je veux dire des... Oui. Oui. En tout cas, c'est les seules interrogations que j'ai. Je voudrais d'abord remercier féliciter les orateurs pour la qualité de leur présentation. Je vais juste peut-être apporter des compléments par rapport à ce qui a été déjà dit concernant le microbiote intestinal. Alors la notion d'un fœtus stérile n'est plus, c'est-à-dire le nouveau-né quand il naît, il est déjà colonisé. Et on a retrouvé de l'ADN bactérienne dans le liquide amniotique. Donc ça a été repris. En tout cas, c'est une notion peut-être qui est actuellement dépassée pour ce qui est du microbiote intestinal. Vous avez aussi parlé de la transplantation fécale. Et chez l'enfant que je connais peut-être le mieux, la transplantation fécale elle est efficace dans une seule pathologie pour le moment. C'est-à-dire ça a été démontré, c'est la colite pseudomembraneuse, souvent post-antibiotique. Mais on ne sait pas exactement ce qu'on transplante ou parmi dans ce substrat, c'est-à-dire ce microbiota qu'on va transplanter. Il y a une autre étude qui a été faite. En fait, on a ultrafiltré ce microbiota pour ne laisser passer aucun germe. Et il paraît que même avec cet ultrafiltrat, on a pu guérir la colite pseudomembraneuse. Comme quoi, on ne sait pas qu'est-ce qui agit exactement quand on fait un transplant d'un sujet sain, bien sûr avec des critères à un sujet qui est malade. On ne sait pas exactement parmi ce microbiote qu'est-ce qui va agir exactement au niveau de l'intestin du sujet malade. Et puis, voilà, en fait, c'était les principales remarques. Oui. Et puis, grosso modo, quand on parle de dysbiose, dans les pathologies que vous avez abordées, dysbiose, c'est beaucoup plus une réduction de la diversité microbienne chez le sujet malade. Mais est-ce que la dysbiose est une cause ou conséquence de la maladie? Ça, on n'est pas vraiment sûr. C'est pour rejoindre un petit peu l'interrogation du professeur Satala, si on peut guérir l'obésité par la transplantation fécale. Certes, on retrouve des dysbioses, des anomalies de microbiote intestinal. On parle même d'autres germes qui seraient peut-être plus, en quantité plus importante chez l'enfant obèse. Et il y a même des idées, en tout cas, qu'on pourrait peut-être vacciner certains enfants contre certains germes pour éviter aussi l'obésité. Mais tout ça, bien sûr, c'est encore prématuré de se projeter dans l'avenir et dire que ça va guérir l'obésité, parce que la dysbiose peut aussi être secondaire à cet état métabolique différent. Donc, les gènes ont leur place, certes, il y a une interaction avec l'environnement, mais la transplantation fécale offre une opportunité thérapeutique peut-être qu'il va falloir affiner de plus en plus dans l'avenir. Et donc, il faut rester quand même méfiant par rapport à la manipulation, je dirais, du microbiote. Je vous remercie. Merci. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Setaïr. Il faut beaucoup plus d'études et il faut un recul pour parler de ça. Et quand les Américains badigeonnent avec un petit champ ou des compresses, ils sont sûrs que dans le vagin de la femme, il n'y a que des microbes qui sont bénins, parce qu'ils font un prélèvement à la fin de grossesse pour éliminer les streptobé et d'autres microbes. Si on commence à le faire ici, on va peut-être tuer l'enfant parce qu'on l'a fait. Au Maroc, maintenant, on a des traditions qu'il faut condamner. C'est celle, par exemple, du grand-père qui mâche la date et qui la met dans la bouche du bébé. Et souvent, le grand-père, il a une dent carriée avec un abcès et tout, donc il va lui coller les mauvais microbes. Pour la transplantation, j'étais au Canada il y a quelques mois
Et il y a des études qui sont en train de se faire et qui marchent peut-être chez l'humain. Ils ont dépassé le rat chez les humains, mais surtout quand on veut faire grossir quelqu'un, ça réussit. Quand on veut faire maigrir, c'est pas encore sûr. Ma question s'adresse au docteur Ouali concernant l'utilisation des probiotiques chez les sujets qui sont traités par des anti-TNF. Merci. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est contre-indiqué? Est-ce que ça peut améliorer la situation? Bon, franchement, moi je ne vois pas l'intérêt parce que les immunosuppresseurs, ça fait baisser l'immunité. Bon. Après, est-ce qu'il y a une étude qui fait la corrélation entre la flore et les antisuppresseurs? Moi, je n'en connais pas. On parle plus d'anti-inflammatoires, d'antibiotiques. Par contre, moi j'ai jamais trouvé une étude qui montre la meilleure réponse au... moi, j'ai jamais. Attendez, il a trouvé une étude. Je l'avais affiché tout à l'heure dans une diapositive, comme quoi les immunosuppresseurs avec les probiotiques, il ne faut pas faire. Il faut faire attention. Mais aussi chez les personnes qui ont une pancréatite aiguë, etc., il ne faut pas prendre... Donc il y a quand même des... Bien, si vous voulez, s'il vous plaît, je laisse Monsieur le Président terminer la séance parce qu'il y a beaucoup d'autres questions. Donc, j'ai promis de donner la parole. Ici devant, s'il vous plaît. Voilà. Allez-y. Merci. Bonjour. Ma question peut être une petite réflexion à propos de l'allaitement maternel. Oui, c'est vrai que la composition du lait maternel bien définie, équilibrée en macronutriments, en micronutriments, en probiotiques. Mais le problème, c'est que ce que la femme qui allaite mange, c'est-à-dire s'il mange des produits, surtout notre culture de l'alimentation, c'est acidifiant. Donc le pH du lait maternel devient acide. Et donc, et aussi, on sait que l'allaitement, c'est une voie de détoxification pour la femme qui allaite. C'est-à-dire tout ce qui est acide, peut-être des toxines ou même déchets acides, va vers le nourrisson. Et ceci, c'est pour exactement faire un point de réflexion sur l'allaitement maternel, c'est-à-dire il faut apprendre à la femme qui allaite de quoi manger et quelle méthode, bien sûr. D'accord, merci. Petit commentaire. S'il vous plaît, il faut qu'on sorte aujourd'hui avec un message important. Le lait maternel pour l'enfant humain, c'est le meilleur lait. فهمتي؟ إلا مو مرضات ولا ماتت قلبوا له على نوريس بحال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. C'est les seules choses qu'il faut retenir aujourd'hui. Mais cette femme-là, bien sûr, il faut bien la nourrir. Il faut bien la nourrir. Cette femme-là, il ne faut pas lui donner n'importe quoi. Il faut qu'il soit bien hydraté. Et ça c'est le message que je viens d'entendre. C'est le message d'il y a au moins 30 ans, quand les firmes pharmaceutiques n'étaient pas assez représentées chez nous, ceux qui vendent le lait de vache. Ils disaient, les toxines que la femme a ramassées pendant la grossesse, c'est l'enfant qui va les boire. Non, c'est pas vrai. Donc, absolument. Absolument. Il faut des messages au niveau de l'école. Il faut des messages partout. Je crois qu'on est d'accord. Rien ne remplacera le lait maternel. Ça, c'est une chose qui est sûre. Dernière question, s'il vous plaît.
parce qu'il y a un retard assez conséquent qui s'est accumulé. Il n'y a qu'à Monsieur le Président. Très bien. Dernière question, s'il vous plaît. Allez-y, mademoiselle. Bonjour, messieurs. Grand merci aux orateurs pour ces interventions qui sont vraiment très à la hauteur, très clarifiées. Merci aussi à la SMN pour ce colloque pertinent. Alors, mon intervention comprendra deux points. Je parle ici en tant qu'enseignante et enseigner surtout avec l'approche de la fin d'année, avec l'approche des examens, des nationaux. Alors, on voit que nos élèves, nos bacheliers, nos étudiants, alors le stress des examens, la malnutrition, ils boivent mal, ils dorment mal, et tout ça, ça, bien sûr, affecte leur microbiote. Malheureusement, ils sont mal formés, mal informés sur ce que peut causer cette dysbiose sur leur santé. Autant que plus, ils prennent beaucoup d'anti-inflammatoires non stéroïdiens que nous avons effectué en 2002 une étude sur les INS, les effets indésirables sur les INS, une étude perspective auprès des gastro-entérologues de Rabat, Kenitra Temara, et que nous avons trouvé beaucoup d'effets secondaires, beaucoup d'effets indésirables, très allant du faible jusqu'au sévère, qui peut causer des hémorragies au niveau du foie, au niveau de l'intestin même, qui peuvent mener à la mort. Malheureusement, ces informations, nous, on prend une part de la responsabilité. Et ça, je voulais joindre l'intervention du professeur Youssef sur les stratégies d'éducation, les stratégies d'agir, les stratégies d'informer et de former nos enfants, nos élèves, nos étudiants. Alors, le deuxième point, c'est un peu franchement personnel, mais j'ai une nièce qui est touchée par la maladie de Crohn. Et voir une jeune fille de 26 ans alitée, sans rien pouvoir faire pour elle, rien que pour diagnostiquer la maladie, on a couru à tort et à travers, à droite et à gauche. Malheureusement, le diagnostic, c'était très tardif pour connaître que notre belle nièce avait une maladie de Crohn qui l'a mis sur un fauteuil roulant, malheureusement, jusqu'à présent. Et ma question, c'est pour Dr Louali. Est-ce que c'est possible, au moins, de convaincre ou bien d'harmoniser le microbiote de ma nièce, d'établir avec l'échange fécal, coûte que ça sera même dans un pays à l'étranger comme la Belgique ou même au Maroc, parce que les probiotiques ou les prébiotiques n'ont pas donné de résultats probants. Merci. Dr Wali. Malheureusement, non. Malheureusement, les études, ils ont prouvé qu'une thérapie aux symbiotiques avait un effet positif sur la maladie de RCH et pas de Crohn. Au niveau de la maladie de Crohn, il y a le traitement usuel qui se donne, mais il y a surtout une hygiène de vie rigoureuse. C'est-à-dire qu'il y a des excitants qu'il faut éviter à vie. Et au moment des crises, il faut vraiment un régime draconien, sans fibres, etc. Et tout. Et si on fait un régime rigoureux avec le traitement médical, on améliore énormément sa qualité de vie. Mais par contre, au niveau des probiotiques et des probiotiques, ça ne donne pas. Au niveau de la transplantation fécale, non, il n'y a jamais eu de cas pareil. C'est-à-dire, moi, les seuls que je connais, c'est-à-dire en Europe, c'est les cas de personnes âgées qui ont des diarrhées à clostridie difficiles où la transplantation a résolu le problème. Et on n'a pas tenté encore pour la maladie de Crohn.
est-ce que vous avez posé une question pour madame? Vous avez posé une question pour moi? Vous m'avez posé une question ou bien c'était un commentaire? Je ne sais pas. Et vous voulez qu'on parle aussi des enfants qui ont des stress pendant les examens, c'est ça? Bon, il y a trois composants. Il y a l'individu, il y a l'éducation et il y a la maladie, le stress. Donc déjà, l'éducation, il y a un problème. Tout le monde maintenant est d'accord que notre système éducatif, sans rentrer dans les détails, il y a un problème. Ok? Je crois que nos enfants sont très stressés. On leur demande beaucoup de mémoriser. Lorsque nous faisons le bac, ok, on a été éduqués à analyser, à réfléchir et à synthétiser. Ok? Donc, lorsqu'on analyse et on synthétise, il y a un plaisir. Il y a même la dopamine qui est sécrétée. D'accord? Lorsqu'on mémorise et on essaie de mémoriser, c'est une pression qui n'a aucune rentabilité, ni à court terme ni à long terme. Sinon, avec la note اللي غادي يجيب اللي غادي يدوز بها شي حاجه واش غتنفع ولا ما غتنفعوش. Donc, هذا le problème. Donc, nos enfants, au baccalauréat, ils sont désorganisés sur le plan chronobiologique déjà. Ils ne mangent pas la bonne heure, ou ils veillent, ils vont prendre des repas à minuit, des repas quelquefois gras, ou bien des repas quelquefois qui sont moins riches en micronutriments. J'ai dit le fer, le zinc, la vitamine B6, le magnésium, وزيد un effet sur l'activité cérébrale. D'accord? Il a كانوا يشاهدوا راه كيكون un effet un peu moins. D'accord? Donc on a des مسائل هذه. Donc trois composants. Il faut déjà corriger notre système éducatif. باش ما تكونش ديك لا بريسيون في الاخر على الامتحان. Ça n'a pas de sens. Et deuxièmement, avoir une alimentation plus ou moins variée et respecter les rythmes prandiaux, c'est-à-dire de prise alimentaire. Ça, c'est important. Merci. Une session très riche. Je crois, professeur Bourg, que cette session mérite d'être toujours, cette microbiote, nutrition et maladie aura toujours sa place dans les rencontres. Mes chers amis, je vous demande d'applaudir les trois orateurs et merci.